Comme par exemple pendant la guerre des Malouines, les militaires testent au Panama le système des poules de journalistes. En clair, ils sont sélectionnés et contrôlés par les forces armées. Et c'est un franc succès pour ce retour à la liberté surveillée de la presse. Il sera naturellement amélioré et réédité pendant la guerre du Golfe, voire légèrement exagéré pour le débarquement en Somalie. Mais quand les images sont belles, pourquoi s'en priver? Pas Lucky. Mais ça c'est le problème du direct, car l'information en est déjà la troisième étape, celle de la communication par satellite. Satellite technology. We live in the age of instant communication. Et de la redondance instantanée aussi. Il faut donc s'arrêter un instant sur la guerre du Golfe. Si désormais du côté des militaires tout est clair en ce qui concerne l'info de la guerre... Je sais des choses bien évidentes, et pour préserver l'action, là, je me permettrai de ne pas vous répondre exactement à votre question. Du côté des journalistes, on a du mal à gagner la guerre de l'info. Certes, il y a la censure, certes, il y a la manipulation, mais cela ne suffit pas à expliquer le malaise. En fait, la guerre du Golfe et sa couverture sont révélatrices des nouveaux problèmes de l'information. Problèmes technologiques et problèmes économiques. En deux mots, rapidité et rentabilité. L'institution télévisuelle a son propre mode de fonctionnement, qu'il faut qu'il soit rentabilisé, ne serait-ce qu'au niveau symbolique. Autrement dit, quand on a des paraboles et des correspondants partout, il faut les utiliser. Si bien que le spectacle se déplace, et au lieu qu'on voit ce qui est important, on voit ce qui est important pour la télévision, ce qui est un peu différent. Mais intéressant. Pour l'instant, nous ne le savons pas. Elle est dans l'air, elle se produira certainement. Mais quand? Demain? Je ne sais pas. J'attends les ordres de mes supérieurs. Je ne peux rien vous dire. Vous le comprenez très aisément. Mais regardez, le frigidaire est plein, donc visiblement c'est un abandon provisoire. Et ça, c'est un gros défaut de l'information d'aujourd'hui. C'est qu'on multiplie les moyens techniques et on ne vérifie pas les moyens mentaux. Oui, mais rapidité est rarement synonyme d'analyse. Et l'avènement des chaînes d'infos comme CNN en effet, pousse les chaînes généralistes à la surenchère. Quand on nous demande de rapporter la réalité, à peine avoir mis le pied sur le sol du pays où on arrive, 9 fois sur 10, on n'a pas le temps de voir ce qui se passe. Et donc, on répète ce qu'on nous dit au téléphone à Paris. Démonstration. Et toute dernière information, des blindés équipés de mitrailleuses auraient ouvert le feu sur la foule dimanche soir, la foule massée devant les bâtiments de la télévision centrale. Il y aurait au moins 2 blessés graves. Marcel Tria. Je reçois à l'instant une dépêche. Des blindés équipés de mitrailleuses ont ouvert le feu sur la foule devant les bâtiments de la télévision, faisant au moins 2 blessés très graves. Autre solution pour les chaînes généralistes, racheter les images à CNN & Co. Là c'est très rapide, mais du coup tout le monde montre les mêmes images. Une uniformisation à laquelle on peut cependant rendre hommage. Écoutez quelques-uns de leurs échanges significatifs avec leur rédaction aux États-Unis. Et si le rôle d'alerte de ces agences d'images n'est pas à négliger, enfin là il n'y a pas d'image, mais c'est quand même de la radio live à la télé, certaines questions méritent d'être posées. On nous a parlé du Kurdistan avec plein d'images pendant un certain temps. Et puis hop, plus de Kurdistan. Qui décide qu'il n'y aura plus de Kurdistan? Ou qu'il y aura un jour de l'Angola, un conflit tout aussi meurtrier. Effectivement, c'est comme un serpent de mer, donc pourquoi en parler aujourd'hui plus qu'avant? Parce que quelqu'un va ramener une image forte. Et bien l'image forte n'est pas encore arrivée. Image forte ou image choc, car en période de guerre, il ne s'agit pas non plus d'oublier l'audimat, autrement dit la rentabilité. Et là, il y a un problème, car si l'audience explose, les annonceurs n'aiment pas associer leur image à celle des conflits, ce qui signifie moins de pubs et un bilan paradoxal. Pour la guerre du Golfe, par exemple, toutes les chaînes ont perdu de l'argent. 37 millions de dollars pour NBC et 40 millions pour ABC. Mais elle pense avoir gagné en notoriété, d'immédiateté, en universalité, en honnêteté. Oui, enfin pour la notoriété, une fois de plus, c'est CNN qui s'impose. D'ailleurs aujourd'hui, tout le monde veut faire des chaînes tout info. Quant à l'universalité et l'honnêteté, autrement dit le vieux mythe de l'histoire en direct, il est pour le moins permis d'en douter. C'est ça dont j'ai peur, c'est que la télévision est en train de banaliser les conflits et qu'elle est en train d'évacuer le sang, la mort et la détresse des peuples. Ce qui ne doit pas empêcher de remercier les participants. Le général Roquejoff, le général Gazot, l'ambassadeur de France à Riyad, M. Bernière, et qui nous ont beaucoup aidés pour la réalisation de ces reportages. Et maintenant, l'image du jour, je veux dire la pub. Je vais vous poser un sujet du bac. L'information, aujourd'hui, c'est savoir ou comprendre? Si vous voulez une publicité de qualité, choisissez M6 Publicité. Tom Petty, la légende du rock américain. Des
Découvrez 18 ans de carrière de Tom Petty en 18 titres. Tom Petty avec RFM. Mets de l'huile là. Oh, mets de l'huile là. La compile du club, le disque officiel du réveillon. Au 36 68 30 20, rejoignez le monde étrange d'Alone in the Dark de 36 68 30 20. Si jamais tu m'abandonnes, Blonde Amère, le groupe. si jamais tu pars, si jamais tu quittes, Blonde Amère, leur premier album. Si jamais, leur single. ciel et terre, pour te donner la main ou la mort. Blonde Amère, si jamais, avec M40. Si vous voulez une publicité de qualité, choisissez M6 Publicité. L'hypermédiatisation de la guerre a pour conséquence une présence accrue des reporters sur le terrain. Elle a aussi comme conséquence le fait que ces reporters sont de plus en plus pris comme cible par les belligérants. Mais le danger de mort n'empêche rien à la fascination que ce métier continue à exercer sur les jeunes générations. Pourtant, reporter de guerre, c'est pas très bien payé, c'est pas valorisant et c'est pas forcément bon pour la carrière. Au fait, au féminin on dit comment? Reporteuse ou reportrice? Ce qui se justifie compte tenu de la présence. Attention! Mais il tire sur les oiseaux. C'est génial pour la télé. J'aime bien les situations fortes, les situations extrêmes, où les sentiments sont à vif, où en effet tout est une question de vie ou de mort. J'aime bien couvrir les conflits, oui. Mais je sais pas vraiment pourquoi j'aime ça. J'aime bien quand il se passe quelque chose dans le monde, j'aime bien y être. C'est la passion du feu de l'action qui pousse les reporters à prendre des risques. Et des risques, ils en prennent de plus en plus. Ces 3 dernières années, ils sont plus d'une centaine à être tombés au front. Leur métier est en pleine mutation, pourtant, malgré le danger, l'aventure tente de plus en plus les journalistes, surtout parmi les moins expérimentés. N'importe quelle personne peut appeler une rédaction, partir sur un coin au nom d'une rédaction, se prévaloir d'une rédaction, même si ce n'est pas le cas de fait. Et c'est vrai que les rédactions n'opèrent aucun contrôle sur les gens qu'elles ont eu au téléphone ou auxquels elles ont dit pourquoi pas, partez là-bas, rappelez-nous quand vous serez là-bas. Une fois revenus de Sarajevo, ils pourront dire « j'ai fait la guerre ». Le reportage sur les conflits reste un tremplin de carrière, notamment pour les photographes qui sont souvent les plus exposés. Pour un jeune photographe qui veut démarrer dans ce métier, il n'y a rien de mieux qu'un conflit ou quelque chose où on va au casse-pipe parce que la plupart des gens ne veulent pas y aller. Et oui, passé un certain âge, on ne se bouscule plus pour aller jouer les héros à l'autre bout du monde. En télévision, c'est différent. Les reporters appartiennent à des rédactions et ils n'ont bien souvent pas le choix. Un reporter de guerre, pour moi, ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'on est journaliste avant tout et on est appelé à faire son métier en banlieue comme à Sarajevo. Il se trouve qu'en ce moment, c'est vrai, on est de plus en plus amené à le faire dans des endroits où il y a des guerres. D'un côté, la télévision doit tout montrer, tout couvrir. De l'autre, les hommes sont de moins en moins motivés. Alors, malgré les risques, les femmes ont remplacé peu à peu les vieux briscards. Les filles sont arrivées à la fois pour des bonnes et des mauvaises raisons. On en voit le meilleur. Bon, alors ça peut être une femme ou ça peut être un homme. Bon, ça, c'est les bonnes raisons. Et puis les mauvaises, c'est qu'il y a aussi une question de salaire. Le métier de grand reporter est un métier mal payé. Donc, plusieurs hommes se sont dit, après tout, pourquoi va-t-on continuer à aller sur certains terrains? Donc, ils nous ont d'une certaine manière laissé le terrain libre. Difficile de dire... Famouham, la prime de risque ne dépasse pas 700 francs par jour pour les situations de conflit les plus difficiles. Au regard du danger, c'est pas cher payé. Et pour ce qui est des compensations en termes de notoriété, il y a vraiment plus gratifiant. Pour la carrière personnelle, mieux vaut présenter un flash à n'importe quelle heure plutôt que de couvrir un conflit. Hein. C'est infiniment moins dangereux et ça rapporte davantage. Malgré tout, l'image d'Épinal reste séduisante. Et le mythe du héros reporter de guerre existe toujours. D'ailleurs, la pub l'a rencontré. Le cliché est très loin de la réalité.
La caricature du reporter de guerre, on la voit dans toutes les pubs. Il y a une pub où le type fait ces 3 images de la Révolution, qu'il appelle son rédacteur en chef d'une cabine téléphonique qui en général n'existe jamais dans ces pays-là, en disant « Coco, ça y est, je t'envoie les images, elles sont là dans 48 heures ». C'est totalement différent de ça. Avec la médiatisation organisée des conflits, le reporter de guerre n'est plus jamais seul. Il se déplace même le plus souvent en troupeau. Et en plus, quand on est journaliste de télé, on doit se trimballer des tonnes de matériel qu'il faudra protéger ensuite par tous les moyens. Dans des conflits du type Yougoslavie ou Caucase, qui sont des conflits assez similaires, il faut bien évidemment le matériel de protection minimum, qui est le gilet pare-balles, qui est bien évidemment aussi la voiture blindée quand on se déplace, mais c'est pas uniquement ça. Ça signifie aussi toute une logistique arrière. Et à chaque fois qu'il y a une opération de ce type-là, c'est une véritable expédition. Valise satellite, caméra, batterie, éclairage, on se demande vraiment comment ils font pour se carapater lorsque ça tire dans tous les sens. C'est très compliqué de travailler en Somalie, c'est très compliqué de travailler en Yougoslavie, parce qu'il y a plus cette espèce de... je veux dire, on n'est plus respecté de la même manière qu'aujourd'hui en Somalie. Les Somaliens sont persuadés que la presse joue un rôle dans leur histoire à eux. Donc c'est vrai qu'on est très agressé en Somalie. C'est vrai que moi, pour la première fois de ma vie de reporter, j'ai mis un gilet pare-balles à Sarajevo. Aujourd'hui, la mort commence à devenir une partie intégrante de notre métier. On sait que des journalistes vont être sacrifiés. Car c'est là la particularité des nouveaux conflits. Aujourd'hui, les journalistes deviennent la cible des belligérants. Alors, pour éviter le massacre, on a mis en place, pour la première fois, des stages au centre d'entraînement commando de Collioure. Pendant 3 jours, les reporters sont pris en main par les militaires, les vrais, ceux qui font la guerre. Là, les journalistes peuvent patauger dans l'eau, se familiariser avec toutes les armes, constater les dégâts d'une grenade, bref, tout ce qu'il est indispensable de savoir avant de se retrouver sur le terrain. Par un jour comme celui-ci, mieux vaut ne pas emprunter Sniper Alley sans une voiture blindée comme la nôtre. Et c'est vrai qu'on a vu les limites de la formule sur Sarajevo. Vous ne suivez pas quelqu'un en voiture blindée. S'il marche à pied, vous marchez à pied. Voiture blindée, gilet pare-balles, encadrement par les militaires. En devenant l'un des enjeux des conflits, les médias sont obligés de se couvrir toujours davantage. Du coup, les reporters pourront-ils continuer d'informer? Pas sûr. Puisqu'on parle de guerre, on va vous faire pleurer un peu. Aujourd'hui, les pays qui font la guerre, qui sont donc les acheteurs potentiels d'armement, ce sont des pays pauvres, pas solvables. Imaginez dès lors la détresse de ces pauvres marchands de canons qui n'arrivent plus à s'enrichir aussi grassement qu'ils le faisaient auparavant. Et je ne parle même pas de ces centaines de milliers d'emplois qui vont disparaître à cause de la fin de la guerre froide. Moins de ventes d'armes sophistiquées, plus de marché noir sur les kalachnikovs d'occasion. Le marché de l'armement n'échappe pas à la crise, le marketing doit s'adapter. Avant, c'était l'euphorie de la guerre froide. Mais depuis, la crise a frappé, le mur est tombé et le désarmement fait voir la tasse aux marchands de canons. Et pourtant, le bonheur de l'humanité est très loin de faire rire tout le monde. Rien qu'en France, 100 000 emplois sont menacés. L'industrie de l'armement a eu les yeux plus gros que le ventre et ses capacités de production sont surdimensionnées. Alors, quand on s'appelle Dassault, Eurocopter ou Giat Industrie, il n'y a pas 36 solutions pour s'en sortir. Il faut exporter. Et là, problème, car la loi française interdit la vente de matériel de guerre. Enfin interdit, façon de parler, puisque 25% du chiffre d'affaires de l'armement vient de l'export. Il faut donc obtenir une autorisation spéciale de l'État, spéciale, car forcément, on ne vend pas des missiles et des chasseurs bombardiers comme une vulgaire GTI. Tenez, regardez ce film de promo du Mirage 2000. Vous savez, on en a vendu 60 à Taïwan. Pour réussir l'opération, il en a fallu des autorisations. Le ministère de la Défense d'abord. Nos problèmes, Taïwan, jusqu'à nouvel ordre, ne fait pas partie de nos ennemis. Le ministère du Commerce extérieur, là non plus pas de problème. 25 milliards de francs, c'est toujours bon à prendre. En revanche, les affaires étrangères ont longtemps coincé, car vendre à Taïwan, c'est fâcher la Chine. Et oui, en plus des paramètres habituels, le marketing de l'armement est matiné de stratégie et de diplomatie. On comprend donc que le premier VRP des marchands de canons, c'est l'homme d'État. Il faut appuyer la démarche des vendeurs par une visite politique. Le ministre de la Défense, celui des Affaires étrangères, le Premier ministre, quelquefois le président. Il faut venir sur place. Quelquefois le président lui-même, dans le cas des États-Unis, n'hésite pas à téléphoner lui-même au pays acheteur pour lui demander d'acheter du matériel américain. Et les industriels se sont longtemps plaints, se plaignent encore aujourd'hui de ne pas avoir été suffisamment soutenus dans leur vente d'armement à l'étranger.
Tout simplement parce que, évidemment, les ventes d'armes, ça fait reculer souvent les hommes politiques. Alors quand ils agissent, ils le font dans l'intérêt de la France. Mais il est vrai qu'il n'est pas toujours très flatteur pour un homme politique que d'aller vendre des armements, enfin, ou du moins de faciliter des ventes d'armements. Il y a un problème culturel. Et oui, pas facile le métier d'homme politique dans un pays à la fois à la pointe du commerce de l'armement et des droits de l'homme. L'autre VRP officiel, c'est l'attaché militaire à l'étranger, qui depuis son ambassade fait office de tête chercheuse. Mais les marchands de canons font aussi de la pub. Oh, pas à la télé bien sûr, mais comme pour l'alimentaire ou la layette, on tient salon régulièrement. Celui du Bourget est le premier du monde pour l'aéronautique. Entre deux pince-fesses mondains, bonjour monsieur, on drague le chaland, en lui vantant les mérites de son joujou, dernier cri. Quant aux pilotes, ils sont gentiment priés de la jouer Top Gun, ça épate toujours beaucoup la clientèle. Si les salons sont publics, les négociations, elles, sont toujours secrètes, furtives, comme les avions du même nom. Car dans ce milieu, où tout le monde se connaît, on cultive surtout la discrétion. Mais depuis l'explosion à l'Est, la Russie est venue jouer les troubles fêtes. Du matériel performant, une politique de prix cassés, des promos et même des fins de série, comme ces MiG, bradés pour une poignée de dollars dans la banlieue de Moscou. D'abord, il y a une concurrence des Russes qui veulent pénétrer les marchés occidentaux, parce que jusqu'à présent, ils livraient beaucoup de matériel à des pays satellites. Mais ça, ces marchés se sont effondrés. On ne le sait pas, mais les ventes d'armes russes en 10 ans ont été divisées par 10. Aujourd'hui, les Russes ont besoin de trouver des marchés de substitution et proposent leur meilleur matériel. Mais sans très grand succès aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que, mettez-vous aussi à la place du client, il a besoin d'avoir une assurance. Et l'assurance, c'est un service après-vente. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être sûr que sur les 10, 20 ans de vie de son matériel, on va lui proposer les pièces détachées, on va lui proposer le soutien logistique. Et le client raisonne en se disant, mais la Russie d'aujourd'hui, c'est une chose, la Russie dans 10 ans, ou la Russie a fortiori dans 20 ans, qu'est-ce que c'est? Je préfère ne pas me marier avec un fournisseur russe. En clair, hormis quelques jolis coups, le principal adversaire militaire d'hier n'est pas devenu le principal adversaire commercial. Quant aux obscurs trafics, ils portent surtout sur du matériel peu sophistiqué et ne font pas trembler grand monde. Mais la stabilité politique n'est pas le seul argument au moment de conclure un contrat. Technologie, délai de livraison et prix sont comme partout au cœur des discussions. Les méthodes de vente, elles sont devenues beaucoup plus commerciales dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire elles sont beaucoup plus des tractations. Elles sont beaucoup plus des échanges, j'oserais dire du troc. Si Dassault a réussi récemment à vendre ses avions à la Grèce, c'est en acceptant d'être payé en partie avec des raisins de Corinthe et des séjours touristiques. Pas facile à fourguer. Résister à un tel parcours d'obstacles pour être payé des clopinettes, marchand de canons, c'est vraiment un fichu métier. La semaine prochaine, Culture Pub sera nettement plus drôle puisque l'émission sera consacrée au crime. Et en télévision, contrairement à ce qu'on vous a toujours dit, le crime, ça paye. Quelle représente Top Dance 9? La série continue. Top Dance 9, tous les tubes des discothèques enchaînés. Top Dance 9, plus d'une heure de danse, plus d'une heure de trance. Dans un parc aquatique de Floride, un jeune vétérinaire redonne vie à deux curieux pensionnaires qui seront bientôt rendus à la vie sauvage. Une plongée avec les Lamentins dans le magazine de Caroline Avon, Grandeur Nature, à 20h40. À 20h50, au péril de leur vie, les enfants d'Avonlea vont tenter de venir en aide à un vieux célibataire en danger de mort. Vous devrez vous accommoder de Monsieur Riley. On vous entend trop ici, Monsieur Abraham. S'il était soigné convenablement, il serait pas malade. On m'a accusé d'être de mèche avec la femme du pasteur. Il a réagi comme s'il n'avait jamais entendu parler de vous. Je me demande si tu n'es pas en train, avec tout ça, de nous mener en bateau. Le
Le mardi c'est permis, 20h40, Grandeur Nature, 20h50, Les Enfants d'Avonlea. Easy action. Bonsoir, Jazz Highlights, le programme de ce soir a été filmé à Stuttgart en 1990. C'est un programme qui va vous permettre de découvrir des chercheurs, des marginaux, des iconoclastes du jazz contemporain. Vous allez découvrir ou retrouver des musiciens comme Sun Ra qui nous a quittés cet été et à qui nous dédions cette émission avec cette très belle photo de Philippe Eteldred. Donc Sun Ra et puis des gens que vous connaissez mieux peut-être comme Mike Stern et Bob Berg ou comme Steps Ahead, mais voilà Bob Berg et Mike Stern. Et puis d'autres groupes, entre autres un groupe très étonnant avec la bien belle Linda Sharrock qui chante entourée de percussionnistes japonais. Un très beau duo avec Charlie Mariano, qui est un jazzman sous-estimé. Une autre belle rencontre entre Archie Shepp au soprano et au ténor, avec Horace Parlan au piano. Bref, c'est un medley, c'est une compile, mais consacrée à des gens qui ont toujours cherché et qui ont souvent trouvé. À tout à l'heure.